Comment tu te sens? Très bien. C'était hyper intéressant de... C'était la première fois, je pense, qu'après une séance entière de massage, je massais. Et du coup, il y a une connexion aussi qui n'est pas la même, qui est assez intéressante. Enfin, j'ai déjà reçu du shiatsu et après tu donnes du shiatsu. Mais là, c'était encore autre chose. Je pense que l'ordre était vraiment une bonne idée. Tu préfères être massé puis massé ou l'inverse? Ah! Quand tu fais des échanges de massage? Ça dépend de la personne, ça dépend du moment. J'ai vraiment pas de préférence. Vraiment pas de préférence. Mais là, pour le coup, vraiment, je me suis dit, c'était hyper stratégique et intelligent de faire ça comme ça. Mais en fait, je suis en train de me dire, il faudrait se faire masser avant plein d'activités de la vie, en fait. Mais non, mais tout le temps, en fait. C'est ça Parce le problème. que après, tu peux pas être... Enfin, je sais pas. Par exemple, je sais pas, avant de faire un truc vraiment chiant, avant d'aller payer tes impôts et tout. Avant de faire un truc chiant, offre-toi un massage. Et comme ça, tu vas le vivre beaucoup mieux. Un truc chiant ou un truc oppressant, moi, je trouve, surtout. Ouais. Enfin, genre, imagine, t'as un enterrement, ou imagine, t'as un énorme examen. À la limite, oui, mais à la limite, quand c'est un moment qui est très chargé émotionnellement, du coup, ça peut faire trop ressortir et après, tu peux plus gérer. Imagine que c'est pour un enterrement, que c'est un deuil et que t'es dévasté, que le massage te fait encore plus ressortir ton désespoir. Avant après, ou après, tu veux dire le massage? Avant. Mais non, mais parce qu'au contraire, ça va te... Tu penses que ça fait sortir et que du coup, après, tu peux avoir la capacité de te recentrer et tout. Je pense que du coup, ça te vide. Enfin, en gros, ça fait ça évacue de l'intérieur vers l'extérieur. Et en fait, surtout, ça te centre. Et du coup, je pense qu'au contraire, t'es beaucoup plus apte et capable et solide. L'idée, c'est pas de fragiliser quelqu'un. Enfin, c'est pas qu'il parte en mille morceaux. Justement, c'est genre de le recontenir, de le recentrer et de lui donner la possibilité de passer l'épreuve, quoi. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de masser des gens et qu'après, il y a des gens des fois qui pleurent ou alors ou en tout cas qui ont un moment de flottement et qui mettent plusieurs heures à arriver à se recentrer et qui ont besoin d'après d'être un peu seuls. Ouais, carrément. Non, mais attends, quand je dis ça, c'est pas forcément 2 heures avant l'enterrement. Ouais. Ça peut être genre une semaine avant, 3 jours avant. Oui, ok. Moi, j'imaginais vraiment genre juste avant d'y aller. Ah non, juste avant, non. Non, je pense pas. Non. C'est trop de choses d'un coup. Non. Bah oui. Ouais. Non, ou alors juste après. Non, bien sûr, juste après, les gens peuvent réagir. T'as des trucs. Enfin, encore une fois, t'as un truc qui passe de la profondeur vers la surface et qui sort. C'est plutôt bon signe d'ailleurs, je pense, quand les gens lâchent. Ils se mettent à pleurer, même si du coup, sans doute que eux se disent au secours, c'était le pire massage de ma vie. Mais ça veut dire que ça sort, quoi. Ouais, complètement. Et que ça va pas faire son nid. Enfin, que ça va pas ressortir plus tard de manière psychosomatique ou détournée. Ouais. C'est genre vraiment juste du ménage, quoi. Et quand tu masses, qu'est-ce que tu ressens de la personne? Qu'est-ce que tu trouves que tu obtiens de la communication des corps? Si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'obtiens de la communication des corps? Quelle question bizarre. Déjà, en médecine chinoise, tu prends quand même au début les pouls. Donc ça te donne déjà une... Parce que pour préciser, toi, c'est du shiatsu que tu fais, parce qu'on n'a pas précisé ça. Ouais. Moi, c'est du shiatsu thérapeutique. Donc déjà, ça, c'est un petit peu différent, parce que donc, le shiatsu, c'est un des 5 piliers de la médecine chinoise. Donc, c'est des pressions de pouce tout le long du corps. Donc, il n'y a aucun endroit qui est épargné. Et il y a pour le coup des types de shiatsu qui vont plutôt être bien-être, donc qui vont viser à refaire circuler, plutôt détendre. Et moi, c'est une formation qui, pour le coup, vise vraiment ensuite à pouvoir soigner des pathologies particulières. Évidemment, ça va venir détendre. Évidemment, ça va venir sans doute soulager et tout ça. Mais l'idée aussi, c'est vraiment de pouvoir, par la suite, soigner, par exemple, de l'eczéma, des crises d'angoisse, des maux précis aussi. Et de toute façon, de manière générale, remettre le corps dans une santé, dans une circulation. Et par rapport à ta question, c'était sur la communication des corps ? Ouais, qu'est-ce que tu arrives à savoir de la personne en la massant ? C'est plus ça, en fait. Alors déjà, il y a un truc assez magique. C'est que de la même manière que quand on dessine, parce que je fais aussi de la morphologie ou du dessin de modèles vivants, donc ça, c'est des corps nus, il y a un truc où quand tu commences en shiatsu, t'es plus du tout dans un corps, t'es plus du tout dans la même réalité.
C'est-à-dire que t'es plus dans quelqu'un est sexy, pas sexy. Tu utilises pas ton regard. Tu pourrais presque masser les yeux fermés. Oui, déjà, non, parce que t'obtiens des informations aussi visuellement. Je veux dire, si t'as des rougeurs, si t'as quelque chose qui est gonflé, si t'as des chevilles qui sont épaisses comme ça, si t'as des rougeurs à des endroits. En médecine chinoise, c'est hyper important, tu vois, la qualité si la personne est super longiligne, si au contraire, elle va plutôt être galbée. Enfin, ça donne vraiment beaucoup d'indications. Ce qu'on appelle le chêne, c'est dans le regard. L'éclaircie qu'il y a dans le regard. Ouais. Donc non, tu as d'abord vraiment une étude, une observation. Avant de commencer le massage, tu essaies de te faire une première idée de la personne. Ouais, tu as déjà une première idée de la constitution, mais sans aucun préjugé. Enfin, c'est plutôt des pistes d'interprétation qui vont ensuite se confirmer dans la prise des pouls, qui est vraiment la prise de diagnostic. Et ensuite, tu vas avoir de toute façon des confirmations au fur et à mesure de ta séance, où tu vas poser tes mains. Et là où je voulais en venir sur la communication des corps, c'est le fait que le corps n'est pas du tout sexualisé. Donc je sais que des fois il y a des gens qui disent un peu j'ai des chaussettes qui puent ou genre ou qui peuvent être un peu mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait c'est normal, on n'est pas habitué du tout dans nos sociétés à ce que notre corps soit touché. Après le shiatsu pour le coup on n'est pas du tout nu, donc il n'y a pas du tout ce rapport là. Mais c'est vrai que pour moi il n'y a plus du tout on rentre dans un autre état de corps. Ouais. Mais comme en danse contact, comme en morphologie, t'es pas du tout dans un jugement des attraits ou de la... Ouais, moi je ressens complètement ça aussi en massage thaï. Et même je sens que ça m'a aidé à... Enfin, que ça m'a peut-être décomplexé vis-à-vis de mon propre corps et vis-à-vis celui des autres. Enfin, ça m'a rendu plus libre par rapport au corps en général. Ouais, il y a un truc en fait assez fou. Je crois que c'est une forme d'amour en fait qui sort des mains et qui en fait... T'as un pied... Ouais, t'as des gens qui disent qui transpirent ou même qui vont avoir des rots ou des trucs comme ça et qui vont être gênés. Et en fait, il y a vraiment une forme de non-jugement le plus total. Et enfin, moi, je suis gênée par rien du tout à ces moments-là. Et c'est hyper beau, cet endroit qui est... Pourtant, t'es face à quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un que tu connais hyper bien, parce que ça peut être ton meilleur ami, ton ami d'enfance. Mais même quand c'est quelqu'un que tu connais hyper bien, souvent, t'as un peu un autre rapport où tu découvres une facette un peu différente. Ouais, complètement. Et puis c'est en fait que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas, ce qui est vraiment magique, c'est que c'est un moment où le massé est très vulnérable et accepte de l'être avec toi. Ouais. Et du coup, c'est un truc précieux qu'il faut respecter. Ouais, il y a un abandon. Enfin, après, plus ou moins difficile en fonction des personnes. Hein. Mais c'est une danse à deux, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui est très beau. Tu parlais de la communication, mais au début, tu sens que le corps est un peu tendu, et au fur et à mesure, tu descends le dos, tu descends les pieds, et ensuite tu remontes, et après, à un moment donné, tu sens que la personne lâche. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'endorment, il y a des gens qui ronflent, il y a des gens qui, tout d'un coup, ils se mettent à sourire. Un sourire béat. Moi, ça m'a fait un peu ça, là, quand tu m'as massé. Il y a un moment où je souriais complètement sans savoir pourquoi. Ouais, c'est trop beau quand ça fait ça. Et ma mère, je sais qu'à chaque fois, il y a le même endroit où ça arrive, tu remontes le corps, et paf, là, t'as une sorte de sourire... Ouais. Et moi, ça m'est arrivé aussi en acupuncture. Je suis restée coincée pendant 1 heure. Ah ouais. Ouais. Et aussi, c'est un type de toucher qui est pas du tout sexuel, qui est pas du tout sensuel. Non. Donc de toute façon, en fait, quelle que soit la partie du corps que tu masses et quelle que soit la personne que tu masses, c'est quelque chose de complètement séparé, quoi. En fait, c'est pas froid. Mais il y a un côté presque assez rationnel, Enfin, je sais qu'en Chine ou au Japon, ils se le font entre eux. En fait, ça s'appelle... La première année de cette formation, elle s'appelle Shiatsu familial. Et en fait, juste, ils se le font entre eux comme ça, mais de manière... Ils y vont à fond. Et c'est juste genre, faut que ça recircule, faut que ça passe. En fait, c'est un truc vraiment comme passer le balai, quoi. Ouais. Et il n'y a pas de chichi de je sais pas quoi, de sexualité ou de famille ou de machin. C'est vraiment juste un truc de prendre... D'hygiène, en fait. Ouais, d'hygiène. Et ça, c'est hyper important parce que je crois qu'on oublie vachement aujourd'hui cette hygiène-là du corps, mais comme un peu de l'esprit. Enfin, moi, quand je parle de la méditation, je dis que c'est une hygiène de l'esprit, quoi. Et on parle d'hygiène du corps pour aller à la salle, pour faire tous ces trucs-là, mais là, c'est encore autre chose parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire tout seul. Il y a des choses où tu as besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne ouais, complètement. passer le balai chez toi. Bah là, je le réalise à nouveau après que tu m'aies massé. Je me dis, c'est vraiment, on en aurait tous besoin régulièrement, quoi. Ouais, non, mais complètement.
Oui. Il y a un truc, je pense, au niveau de la santé publique où je crois que il y a ça qui est important aussi dans la médecine chinoise, c'est une médecine de prévention. Ouais. Donc c'est complètement une autre manière de penser. Nous, on est dans une médecine curative, donc il y a un problème, on trouve des solutions, alors que toute la pensée chinoise, c'est comment t'évites que le problème arrive. Mais il me semble, je sais pas si c'est vrai, mais que les médecins en Chine sont payés que si t'es aujourd'hui, je crois malade, pas. Non, ils sont payés quand tu fais de la prévention, justement. Et quand t'es malade, en fait, ils considèrent qu'ils ont pas fait assez bien leur travail et que là, tu peux pas. Ça. Aujourd'hui, je sais pas, je suis pas capable de dire si c'est vrai, mais c'est vrai que Mais c'est la philosophie, en tout cas. C'est la philosophie, et en tout cas, à l'époque, c'était complètement comme ça. Si jamais tu tombais malade, c'est que t'avais un mauvais médecin, parce que t'as plein d'indices qui t'annoncent un déséquilibre. Et donc, du coup, quand le déséquilibre, t'as plein de pistes, en fait. Tu vois, quand t'as des glaires, quand tu commences à te moucher, ou... Enfin, t'as plein de débuts de pistes, et l'idée, c'est... de les attraper tout de suite. De pas attendre que ça soit genre au bout du truc, parce qu'après, c'est vachement plus compliqué de revenir à l'état d'équilibre, quoi. Quand t'es là. En fait, si t'as que ça comme mouvement à faire pour retrouver, l'endroit paisible, c'est quand même nettement plus simple, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on n'écoute plus du tout en Occident. C'est hyper rare d'avoir des médecins qui sont dans la prévention. Enfin, il y a des aspects de prévention, des cancers et tout, du dépistage, mais sinon... Enfin, même, en fait, qui va chez le médecin sans être malade ? Non, mais oui. Mais parce que si, je pense que c'est une question, sans doute aussi, d'état d'esprit, de politique aussi. Et je pense qu'ils sont tellement débordés. Après, je parle surtout de l'hôpital. Qu'en fait, ils soignent un peu limite que les trucs de pronostic vital qui sont mis en danger, quoi. Et si t'as d'autres problèmes, ils ont même pas le time, en fait. Alors que... en fait, on peut pas non plus leur en vouloir. Mais c'est pas que ça, c'est pas qu'un manque de moyens, parce que... par exemple, tu peux aller chez le généraliste quand tu veux, ça coûte pas très cher. Mais en fait, le généraliste, sa philosophie, c'est plus de te prescrire des médicaments. Oui. Et de soigner les symptômes, et voilà, quoi. Ou alors de te rediriger vers d'autres spécialistes, et souvent... tu t'en sors pas. Il n'y a pas du tout... Si, il y a un peu la médecine du travail. Ouais, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a quand même des check-up, des prises de sang, des trucs qu'il faut faire. Oui, mais t'as plein de choses qui se voient pas du tout aux prises de sang, tu vois. Et pour le coup, là, c'est là où la médecine chinoise est hyper intéressante. Ou même où tu relis avec la psychologie de la personne, justement. Ouais. Et en fait, les deux, c'est pas l'une ou l'autre, c'est juste genre comment tu fais pour qu'elle travaille main dans la main, parce que t'en as certains endroits où notre médecine, elle est juste, c'est une bombe et c'est exceptionnel. Mais t'as plein d'autres endroits, que ce soit dans l'accompagnement psychologique ou dans l'accompagnement de certaines maladies, qu'elles soient psychologiques ou physiques, en fait, où il y a des... Par exemple, là, moi, je suis assez persuadée que l'acupuncture et l'hypnose, ça va être un peu la révolution de médecine de ce siècle-là. Parce que tu penses ? Non, mais ils anesthésient avec ça. C'est vrai ? Donc, en fait, ça veut dire que tous les médicaments de merde... tout le monde n'est pas réceptif. T'as 80% des personnes... 90% des 90% personnes T'as 10% qui ne le sont pas, 10% qui le sont énormément, et 80% qui le sont. Qui le sont potentiellement. Qui le sont, a priori. Mais t'as juste 10% sur qui... Et toi, tu fais souvent de l'hypnose ? Moi, j'en ai fait un peu et je trouve ça vraiment ouf. En fait, c'est un outil. J'en ai très peur pendant des années, notamment parce que j'avais un peu lu Freud et tout, et qu'il y avait un rapport un peu dans mon imaginaire, tu perdais le contrôle. Ouais. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. T'es dans une hypersensorialité et du coup, t'es juste ultra réceptif. T'es pas du tout genre possédé. C'est l'inverse de ça. Et du coup, c'est hyper beau parce que tu te réappropries une sensorialité qu'on n'est pas habitué à déployer parce qu'on est dans une forme de rapidité et d'efficacité. Et donc, si j'en ai fait un peu, et oui, je pense que t'as pas d'effet secondaire, t'as pas besoin de médicaments. Enfin, en fait, ça coûte rien, c'est hyper efficace. C'est ouf. C'est hyper prometteur. Moi, je me suis toujours dit que l'hypnose, c'était un truc juste qui pouvait aider certaines personnes pour des phobies ou des trucs comme ça, mais je pensais que la grande majorité des gens ne pouvaient pas être réceptifs. Après, je pense qu'il faut faire attention. Enfin, c'est comme tout. Faut faire attention avec qui le fait, dans quelles conditions. Je pense qu'il y a des choses... Effectivement, c'est comme tout. T'as des pathologies où c'est hyper efficace sur certains types de pathologies. Et certaines phobies, certaines choses, mais... faut pas l'utiliser de n'importe quelle manière pour n'importe quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut le faire par des personnels soignants qui sont formés à ça. Faut pas aller un mec dans la rue qui te dit qu'il va t'hypnotiser, quoi.
Oui. Je pense qu'il faut être vigilant, mais que ça peut être quelque chose d'assez exceptionnel. Et non, il y a quand même une très grande partie de la population qui est réceptive. Et l'acupuncture, pourquoi tu penses que c'est aussi important ? Parce que l'acupuncture, pour le coup, aussi, par exemple, tu as un point, précisément ce point-là, qui est le 4 gros intestins, qui te permet d'anesthésier, qui te permet qui envoie des endorphines et ils anesthésient avec ça, et notamment pour les accouchements. En fait, ça veut dire que tu mets pas de chimie dans un corps. Donc non seulement t'as pas besoin d'acheter la chimie, donc ça fait des économies. Deuxièmement, t'as pas d'effet secondaire. Il me semble vraiment pas que... t'auras jamais des effets secondaires à ce point-là. Et là, je me réfère à un exemple d'une acupunctrice que je connais, qui est assez connue parce qu'elle travaille dans les zones de guerre. Ok. Et elle va là-bas avec des camions. Et en fait, c'est des zones où il y a des crimes de guerre, donc vraiment beaucoup de trucs hyper hard. Et en fait, elle peut apaiser des maux juste avec des aiguilles. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'une machine. Tu peux anesthésier quelqu'un avec juste des aiguilles ? Ouais. Ici ? Je pense qu'il y a... je ne m'y connais pas assez, mais il y a une association de plusieurs points, mais il n'y en a pas 15. Hein. Ouais. Tu as plusieurs trucs bien ciblés, et si la personne... Et ça, tu sais si tout le monde est réceptif ? Je pense qu'un très 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 gros pourcentage. Mais ça serait mentir que de donner des chiffres exacts. Ok. Et pourquoi tu dis que ce serait une révolution, tout ça ? Parce que ça fait très longtemps que ça existe. Moi, je pense que la révolution, ça serait que les deux travaillent main dans la main. Et parce que là où notre médecine, elle est limitée, des fois, dans la médecine d'à côté, t'as des réponses qui fonctionnent, qui sont assez ouf. Par exemple, le shiatsu, t'as des résultats assez incroyables. Tout ce qui est problème de peau. Ouais. Là où nous, on galère de ouf à soigner de l'eczéma, des trucs comme ça. Tu mets des grosses crèmes, des gros antibiotiques. C'est quand même de la chimie pas cool. Et en fait, tu soignes pas la racine dans notre médecine. Si t'as des trucs de peau, en fait, c'est quoi ? C'est juste révélateur de quelque chose interne qui se révèle à l'extérieur. Donc soit c'est ton alimentation, soit c'est psychique, soit c'est émotionnel, soit c'est ton sommeil. Enfin, en gros, c'est juste la conséquence de quelque chose d'autre. Donc tu peux mettre une crème, qui est du coup d'ailleurs super toxique, souvent, et assez abrasive. Enfin voilà. Je pense qu'il y a plein de fois où ça peut fonctionner, mais en fait quoi, 4 mois après ça va revenir, ou 6 mois après ça va revenir. Et en fait, là où la médecine chinoise va essayer de comprendre qu'est-ce qui bug depuis le début. En fait, c'est vraiment un travail d'inspecteur, la médecine chinoise. Et des fois, t'essayes des choses. Et des fois, t'as pas trouvé le bon endroit. T'essayes de trouver à qui c'est qui fout le bazar. Et tu te dis pas des fois que la médecine chinoise, je me fais juste un peu l'avocat du diable, bien sûr, c'est important. Que c'est une médecine millénaire et qui a pas tant évolué. Est-ce que ça évolue ou pas ? Si, ça a quand même évolué, oui. Si, ça a évolué un peu. Mais les grosses choses sont restées les mêmes. Parce que moi, je me dis toujours que des fois, il y a des trucs, par exemple, moi, je connais un peu plus l'Ayurveda parce que c'est lié au yoga et que je suis formé là-dedans, même si l'Ayurveda, j'ai juste eu quelques cours et je me suis un peu renseigné, mais pas non plus très, très en profondeur. Et je me dis, il y a des choses qui sont très intéressantes, même instinctivement, sur notamment les doshas, donc les trois types de constitution. Et je pense qu'il y a un équivalent dans la médecine chinoise. Ouais. Et je me dis qu'en fait, c'est une grille de lecture qui est très intéressante pour analyser les gens physiquement et mentalement, et pour justement une forme de médecine holistique qui est très cool. Mais je me dis toujours qu'il y a une certaine partie qui est tellement ancienne et qui est forcément basée sur certaines croyances qui sont plus forcément adéquates aujourd'hui, ou qui, tu vois. En fait, il y a qui peuvent relever de la superstition, c'est ça qu'on peut dire. Alors, il y a plusieurs choses. La médecine chinoise, déjà, les Chinois, il n'y a pas vraiment de religion derrière, tu vois. L'Ayurveda, déjà, c'est vraiment propre à l'Inde, qui a quand même un climat qui est hyper spécifique. Et il y a quand même l'hindouisme, le bouddhisme aussi. Mais en fait, la médecine chinoise, les Chinois, il y a quoi ? Il y a le bouddhisme un peu qui est arrivé. Mais c'est surtout le taoïsme. Et le taoïsme, c'est quoi ? De base, les Chinois, c'est un peuple qui est paysan. C'est vraiment un peuple de la terre. Donc, c'est juste des gens qui ont observé... Enfin, il n'y a pas de figure de Dieu, il n'y a pas de... C'est vraiment le taoïsme, c'est juste l'idée qu'il y a une grande vitalité qui circule entre les êtres. Et c'est un truc de saison. Enfin, c'est un truc très paysan. Et après, oui, je pense qu'il y a des choses qui ont évolué, mais il n'y a pas tellement de... Il y a une part spirituelle, mais il n'y a pas tellement de... Tu vois, ils vont jamais te parler...
Dieu, vraiment pas. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, l'homme a évolué. Ils disent des fois 2-3 détails qui peuvent être un peu rigolos. Mais globalement, il y a quand même des trucs qui restent les mêmes. Enfin, les femmes, elles prennent toujours 9 mois pour accoucher. Enfin, tu vois, il y a des espèces de trucs généraux où on a beau tout accélérer aujourd'hui, il y a des espèces de lois du vivant qui restent et qui fait qu'en fait, c'est toujours d'actualité. Toi, tu vois un médecin chinois régulièrement? Moi, je suis, donc grâce au shiatsu et toutes ces choses-là, je suis quand même assez équilibrée maintenant. Ouais. Parce que ça te fait complètement changer ta manière de vivre. Pourquoi ? T'as plus les mêmes... Enfin, une fois que tu comprends certaines choses ou que tu connectes à ce qui peut te rendre malade, ça te donne une forme de proprioception, en tout cas d'acuité, sur, je sais pas, ton alimentation, sur ta respiration. Et du coup, après, tu peux plus te souiller comme avant. Par exemple, moi, je sais que je me mettais dans des états de fatigue parce que j'aime trop faire plein de trucs, que je suis hyper intéressée pour apprendre des choses. Et en fait, je passais ma vie à être épuisée. Et carrément, à l'école ou au lycée, j'ai failli avoir le prix de celle qui dort le plus en cours. Ah, c'est vrai. Et en fait, je passais ma vie à être sur mon système nerveux, en fait, comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tu passes ta vie... Ce dont t'as pas besoin déjà. Non. T'as pas besoin d'exagérer ça, quoi. Non. Et en fait, du coup, l'idée, c'était... Je me disais, mais à quoi ça sert de dormir ? Avec ma sœur, on se disait ça, mais c'est nul de dormir. Mais en fait, c'est juste... Si tu dors pas, tu t'intoxifies. Et en fait, tu meurs beaucoup oui, plus puis tôt. tu passes ta journée à te battre pour essayer de survivre parce que tu fermes tes yeux tout le temps. Ouais. Et j'ai perdu le début de la question. On parlait de la médecine chinoise et de comment le shiatsu, ça t'a permis de changer un peu, d'acquérir une sorte d'instinct de ce qui te fait du mal ou pas. Ouais, mais il y avait une autre question encore. C'était ça la question sur laquelle on était, je crois. Ouais, mais oui, c'est évident que du coup, tu t'as plus forcément envie d'être complètement bourré le dimanche, quoi. Enfin, t'as pas envie... Moi, maintenant, j'ai plus très envie de... Ça veut pas dire que je fais pas la fête et que je m'amuse pas carrément, mais j'ai pas du tout envie d'avoir la nausée, en fait. Ça me saoule. Et du coup, c'est le shiatsu qui t'a fait réaliser ça ? Tu veux dire le fait d'écouter ton corps, tout simplement ? En tout cas, ouais, je pense que ça te calme et ça t'amène à mieux comprendre certaines choses, et théoriquement, et parce que tu pratiques. Et aussi parce qu'après, si tu dois être amené à pratiquer sur des gens, tu peux pas te permettre il y a un peu une sorte de devoir si t'as fumé 18 clopes la veille, comment veux-tu être vrai, en tout cas connecté, ou en tout cas avoir une énergie clean à transmettre. En fait, si toi t'es en gueule de bois, tu peux... C'est quand même aussi ton corps, ton énergie que tu donnes. Donc en fait, si t'es pas... Ouais, c'est vrai, j'avais pas vraiment conscientisé ça avant. Je pense que pour moi, il y a un peu de ça aussi depuis que j'enseigne le yoga à ma petite échelle. Je peux pas arriver en cours de yoga devant 20-30 personnes et être là, pas avoir assez dormi ou... Il y a une rigueur et une discipline, mais qui est super belle parce qu'en Pourtant, on devrait appliquer ça logiquement, on devrait appliquer ça à tout, n'importe quelle activité qu'on fait. On devrait se dire, il faut que je sois à mon max, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a le shiatsu, mais je sais aussi que, tu vois, tout ce qui est dessin et calligraphie et danse aussi. La danse, après, t'as la musique qui peut un peu te pousser au-delà qui peut te motiver, tu vois, qui peut t'activer. Après, t'as aussi ton corps qui, si t'as pris des substances genre de l'alcool, ça va être raide. Mais par exemple, mon trait, si juste j'ai pas assez dormi... Après, je pense qu'on a des corps aussi plus ou moins tolérants, et le mien, assez vite, il m'a dit « Bye, en fait, tu vas vraiment te calmer. » Après mon voyage en Argentine, j'ai pris trop de... Je sais pas, tout là-bas, c'était OGM... je buvais plein de vin, qui était du vin bio, mais en gros, je suis rentrée, ça allait pas du tout, ma santé. Et du coup, j'ai été obligée de me calmer sévèrement. Et je sais que, par exemple, si je dors pas assez et que je dois faire du travail hyper fin à l'encre, mais laisse tomber, ma main, elle tremble, c'est foireux, c'est catastrophe, en fait. Donc, il y a aussi une sorte de conscience professionnelle. Et puis, tu profites pas, aussi. Ah bah non, oui, et puis tu peux pas tricher avec le corps. Ouais. Tu peux pas lui dire, oui, c'est allez vrai. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que ça, c'est vrai. Alors que en plus, je sais pas. Enfin, je pense que ton mental souffre, et ta capacité de concentration et tes capacités cognitives souffrent
autant, voire plus que physique. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que si tu travailles que sur un ordi ou que ton travail il est uniquement intellectuel et cérébral, tu vas moins te préoccuper de ton sommeil notamment, parce que tu te dis ça se voit pas directement, quoi. Ouais, complètement. Oui, t'as une capacité à te déconnecter, et je pense que c'est un des trucs où en shiatsu, moi je le vois aussi pas mal, quoi. Tu sens vraiment des corps qui sont plus dedans, quoi. Ça te fait le voir beaucoup plus vite, ouais. Ouais, en fait, si t'es pas connecté à lui, ou que t'as pas un travail qui te connecte à une intériorité, moi je sais que pendant des années... Aussi, si t'as un travail de bureau, que tu te lèves tous les matins, tu vas direct bosser, en fait, il y a potentiellement dans ta journée, il y a jamais aucun moment où tu te demandes comment tu te sens. Complètement. Mais on n'est pas tellement amené à se poser ces questions-là. Enfin, je veux dire, dans des trucs de rentabilité et de productivité. Mais même si tu fais un travail qui te plaît, je pense que c'est quand même un truc qu'il faut introduire dans sa vie activement. N'importe quelle forme d'introspection. Oui, et puis en fait, moi, ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est que si tu te connectes à ça, on a un peu... Parce que ce qui est souvent reproché, c'est que c'est en mode, c'est égoïste, elle est trop... tu vois, il est trop connecté à lui-même. Alors qu'en fait, non. Enfin, moi, je vois tellement à quel point... imagine, tu fais jamais le ménage chez toi et t'invites des gens, bah c'est cool, mais enfin, juste c'est dégueu. Et c'est un peu pareil. Encore une fois, je parlais d'hygiène. Moi, je sais que la méditation, c'est hyper essentiel pour moi parce que justement, je suis aussi assez speed. Je sens tellement à quel point, du coup, je me mets tellement moins en colère. Je suis beaucoup moins... en fait, tu réagis beaucoup moins au quart de tour. Donc, en fait, cette hygiène que tu as avec toi-même, déjà, non seulement, du coup, tu traverses moins des hauts et des bas, même si des fois, c'est intéressant d'en traverser, et t'en traverses toujours. Mais... De toute façon, je pense que ça, il n'y a pas besoin de le forcer, parce que dans la vie, on aura tous des grandes joies et des grandes souffrances. Mais en tout cas, t'as quand même un vrai impact sur ton environnement. Ouais, c'est sûr. Si tu te connectes à... Et même, pour revenir juste vite fait sur le sommeil, j'avais vu une vidéo qui m'avait marqué. C'était un mec qui s'était filmé tous les jours, donc qui traquait son sommeil avec je sais plus quel appareil, et en fait il montrait, donc là j'ai eu 8 heures de sommeil, et voilà, et il filmait une petite vidéo de lui chaque matin, et en fait ça montrait la différence, mais vraiment drastique, qu'il y avait entre lui qui avait dormi 8 heures ou 6 heures. Il avait pas la même tête, il avait pas la même façon de parler, et il avait pas le même rythme de parole et tout, et en fait il avait pas regardé à chaque fois le résultat, il savait pas exactement combien d'heures il avait dormi, ou il avait pas vu son score de sommeil. Il a fait tout un mois comme ça, et après coup il a regardé les résultats, et il a essayé de voir s'il y avait une corrélation avec comment il était vraiment, et c'était vraiment très très flagrant en fait. Ça m'étonne pas. Et moi ça m'a fait réaliser, je me suis dit, ah d'accord, donc en fait je suis pas la même personne, j'ai même pas le même visage. C'est vrai notre visage il peut vraiment être très différent si on est très fatigué, qu'on a mal mangé, qu'on a mal dormi, qu'on fait pas de sport. Et en fait du coup c'est juste pour rejoindre ce que tu disais, le fait qu'on n'est pas la même personne pour les autres, et on n'offre pas du tout la même énergie, et la même présence aux autres. Et c'est hyper important. Et moi, je sais que pendant super longtemps, je dormais vraiment, mais pas du tout assez. Enfin, je dormais 5 heures parce que je comprenais pas à quoi ça servait de dormir. Et parce que t'as l'impression que du coup, tu perds du temps. Et en plus, quand t'es jeune, tu te sens un peu invincible, et ton corps il peut un peu encaisser, mais ça dure pas si longtemps que ça, quoi. Ouais. Moi, il y a juste à un moment donné où j'avais trop bu, mais c'était ok. Enfin, tu vois, j'ai jamais été trop loin non plus. Mais juste le matin, j'ai fait un malaise vagal, tu vois. Ah ouais, allez, bye bye. Et c'est juste le corps qui fait allez, maintenant ça suffit. En même temps, on a tous besoin d'une petite période d'excès dans notre vingtaine. Mais en plus, à peu le près. pire, c'est que je pense que j'ai jamais été dans des excès que d'autres, là où d'autres sont allés, mais le fait est qu'après, voilà, on a tous des constitutions différentes. Moi, mon corps a payé fort très jeune, et du coup. Au moins, c'est fait. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, maintenant, il dit vite. Peut-être que ta crise de la quarantaine, elle sera moins violente comme ça. J'espère. Comment t'es venue au shiatsu ? Alors, je pense que je me suis toujours intéressée quand même aux questions de soins, sans forcément le savoir. Alors, c'était en cours de mathématiques, j'étais en premier rang. Et évidemment, je m'ennuyais, parce que j'aimais pas beaucoup les mathématiques. Et il y avait une fille qui s'appelait Elsa Katz, qui m'a juste fait un massage de la main.
Et moi, je sais que je me disais toujours que je savais pas comment masser les gens. Enfin, tout le monde disait un peu genre se masser. Et moi, je savais pas par quel chemin faire. Enfin, Du coup, tu le faisais jamais? Non, pas trop. C'est pas un truc qui t'avait attiré? Non, pendant des années, je savais pas trop quoi faire quand les gens disaient se masser. Tu vois, moi, j'étais là. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais un peu. Tu vois, il me manquait une carte. Et elle m'a massé la main. Et je me suis dit, en fait, c'était hyper intéressant parce que je sentais elle savait ce qu'elle faisait. Enfin, que c'était pas des vieilles papouilles molles, quoi. Il y avait vraiment un truc de chemin, d'intelligence. Et puis, je sentais que ça m'avait tout de suite affectée. Ça m'avait détendue en genre 5 minutes. Et donc, bon. Et puis, en fait, j'ai pas bien entendu ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a parlé d'une école de shiatsu, en fait, qui était l'école que sa prof avait fait. Mais moi, j'ai cru que c'était sa prof tout court. Et alors, je me suis inscrite l'année d'après. Parce que je pense que... enfant, j'ai traversé donc, un épisode de leucémie. Donc, ça m'a forcément connectée assez vite à mon corps et à, je pense, cette question-là. Mais je savais très, très bien que j'allais vraiment pas aller... j'allais vraiment pas devenir médecin. Enfin, depuis toujours, je savais que c'était le domaine artistique qui m'intéressait. Mais je pense que j'avais vraiment cette nécessité et cet attrait pour le soin, mais qui tout d'un coup devenait un peu accessible, parce que c'était quelque chose d'assez instinctif qui était le fait de masser des gens et d'apprendre des techniques pour masser les gens. Et donc je me suis inscrite, et en fait j'ai commencé à ouvrir un livre d'acupuncture ou de médecine chinoise, mais simple, de la bibliothèque, et juste tout d'un coup j'avais l'impression que toute ma conception du monde et de l'homme... allait être bouleversée à tout jamais. Non mais c'est vrai, enfin tout d'un coup je voyais des choses avec lesquelles j'étais complètement d'accord, et qui n'étaient pas du tout des trucs genre Descartes qui disaient que le corps et l'esprit étaient séparés, quoi. Et donc, écoute, je me suis inscrite dans cette école et en fait, c'était incroyable. Et ça fait plus de 6 ans au moins que j'y suis. Après, il y a eu, donc, pendant mes études, je suis partie en Argentine. Après, j'étais malade, donc j'ai dû arrêter. Mais sans vraiment jamais arrêter, en fait. Donc, ça fait pas mal de temps, en fait, que tu es en contact avec ce monde-là. Ouais, ça fait depuis que j'ai genre 18-19 ans. Waouh. Donc, tu as dû masser beaucoup de gens depuis. Ouais. Oui. Mais ça se sent, hein? Bah... On sent l'expérience. Merci beaucoup. Parce que là, tu m'as massé combien de temps? 45 minutes? Ouais, non. Plus? Un peu plus. Ah, c'est passé hyper vite. Moi, j'aurais dit même moins. Mais ouais, c'était très efficace, quoi. Trop bien. Il n'y a pas eu de moment où j'avais l'impression que ça ne servait pas à quelque chose. Ouais. Bah, en tout cas, il y a des chemins précis. Enfin, en tout cas, c'est pas de l'esthétique et c'est pas de la dentelle. Enfin, c'est pas de... Encore une fois, c'est pas du bien-être, alors que je pense que le bien-être peut être super aussi. Hein. Mais ouais, chaque chose passe sur un endroit qui a une signification et une intention. Mais en fait, je me dis que n'importe quelle discipline qui est vraiment poussée, en fait, c'est pas du bien-être. Enfin, en fait, je pense que 80% de ce qui est marketé comme du bien-être, c'est pas censé être du bien-être. Oui, ça va beaucoup plus loin. Moi, je me dis souvent ça, parce que le yoga, souvent, justement, ça fait partie des trucs qui sont vraiment présentés comme du bien-être et en fait, c'est beaucoup plus profond que se faire du bien. Et le but du yoga, c'est pas de se faire du bien. C'est de s'élever. Enfin, je vais pas rentrer dans tout le truc, mais c'est de s'élever, quoi. C'est de trouver notre moi profond, et de réduire ça à juste se faire du bien. En fait, se faire du bien, ce serait une petite partie de la préparation à toute la pratique. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de disciplines. Oui, non mais oui. Et puis se faire du bien, en plus, il y a un truc un peu comme si c'était... Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très mal connoté, alors que c'est beaucoup plus... Enfin, c'est des choses qui sont millénaires et qui... Bah oui, justement, pour revenir au massage, justement, comme tu le disais, souvent, des fois, il y a des gens qui sont vraiment... qui sont pas bien après un massage, et ça leur met plusieurs jours pour que les bienfaits infusent et qu'ils ressentent justement des bienfaits. Et donc, finalement, le but, il est plus profond que ça, quoi. Ouais, complètement. Bah, tu touches à des choses, le corps, il a une mémoire, quoi. Oui. Et en fait, du coup, je pense que c'est un lieu, c'est une maison, et que quand tu traverses des choses, surtout aujourd'hui, t'as plein de gens qui le nient parce qu'ils doivent continuer de travailler, et en fait, ça vient se loger quelque part. Et en fait, si tu passes dessus et que tu viens déranger la petite souris qui faisait son gros grenier en mettant plein de bazar dedans, plein de bordel, et qui avait pris de l'espace au fur et à mesure des années, et qu'en fait, tu passes et que tu la déranges, elle est juste archi pas contente. Mais en même temps, tu lui dis, en fait, maintenant, c'est bien, t'as fait ton bazar, t'as accumulé genre 3000 noix pourries, et genre, faut juste lui dire, genre... Dégage. Va-t'en. Et donc, ouais, ça peut un peu...
faut être prêt aussi, en fait, je pense, à recevoir. T'as des fois où t'as des gens qui n'ont pas envie de bouger. Et des fois, quand il y a tellement de choses sous le tapis, tu veux vraiment pas t'en approcher. Ouais. Donc ouais, forcément, en fait, ça peut paraître anodin, mais des fois, tu peux avoir forcément tu peux avoir déplacé un peu des choses. Mais souvent, je pense que c'est pour le mieux. Surtout si tu le fais avec une bonne intention. Tu peux vraiment pas faire de mal. En plus, je me dis que c'est pas un but suffisant pour nous, les humains, juste d'être bien, d'être heureux. Tu penses pas? C'est pas vraiment ça, de ça dont on a besoin, non? D'être heureux? C'est pas suffisant, non? Parce que ça veut dire... ça sert à quoi de dire je veux être heureux c'est d'être heureux, mais surtout de pouvoir, à ce compte-là, contaminer les autres. Enfin, tu vois. Moi, je sais qu'il y a vraiment des fois des états d'extrême joie. Et juste, j'ai l'impression d'avoir plein de confettis en moi. Et du coup, j'ai juste besoin de le donner, quoi. Parce que j'ai traversé des moments où ça l'était pas, tu vois. Où j'étais beaucoup plus angoissée et tout ça. Et c'est juste quand j'ai ces états-là de super joie et que je vois que t'en as d'autres qui traversent des choses compliquées, donc faut le distribuer. Donc peut-être que être heureux suffit pas, je pense que c'est déjà pas mal. Et par contre, oui, si tu l'es... Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est sûrement un bénéfice collatéral, quoi. Ah oui. C'est d'être heureux. Ah bah bien sûr. Si tu vois ça comme si c'est vraiment dans ta ligne de mire, en fait, tu vas jamais ah bah bien sûr. y arriver. Et puis être heureux, c'est un peu une chimère. Je sais pas, plus je vieillis, plus je me dis ça, que en fait, il y a un moment, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je me disais qu'on s'embêtait avec beaucoup de choses et qu'en fait, la vie, ça devrait être plus simple et qu'en fait, tout ce qu'on devrait vouloir, ce serait d'être heureux et c'est tout, quoi. Et qu'en fait, tout le monde devrait juste vouloir être heureux. Et après, en fait, et maintenant, je me dis que c'est pas vraiment ça. C'est pas suffisant. Bah, je te dis quoi, alors? En fait, je sais pas, je pense qu'on a besoin avant tout de se sentir vivant, mais qu'on a besoin mais qu'en fait, on peut être aussi, parce que être heureux, c'est quoi? Parce que tu peux dire, il y a la joie, donc on ressent de la joie dans certains moments, mais ça dure jamais. Et on n'est jamais tout le temps heureux. Même quelqu'un qui se dit heureux dans sa vie, en fait, il va toujours, je sais pas, se cogner le petit orteil contre un meuble, il va toujours oui, ça dépend de quelle manière tu le prends. avoir plein de problèmes. J'ai l'impression que on devrait juste essayer d'être au plus proche des fluctuations dans la vie. Et il y a aussi il y a des trucs hyper bizarres. Par exemple, la mélancolie, c'est un concept hyper bizarre. On peut être heureux d'être triste. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu ressens quelque chose. Ouais, on a envie de ressentir des trucs. Et par rapport à ce que tu disais d'être vivant, c'est que ce qu'il faut absolument, c'est d'être présent. Et ça, pour le coup, je pense qu'on l'est de moins en moins, notamment avec les... J'ai l'impression d'être une vieille bique. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le téléphone ou ça t'empêche la présence. Enfin, il y a quand même un truc où t'es pas là. Et la mélancolie, oui, t'as quand même un truc où je trouve qu'il y a presque une volonté à tomber dedans, tu vois. Bah oui, il y a une sorte de complaisance. Ouais, il y a une complaisance dedans. Donc en fait, tu choisis quand même un peu et en même temps, tu ressens un peu des choses. C'est un peu, pour moi, c'est l'émotion de l'adolescence. Mais on est d'accord que tu voudrais pas débarrasser ta vie de toute tristesse, non? Mais non, parce qu'elle est hyper importante, la tristesse. Bah ouais. Surtout pour créer. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs, la profonde tristesse, je pense que les pièces qui aujourd'hui touchent le plus de personnes, je pense, dans mes séries de dessins, c'est une série sur le soleil, une série qui s'appelle Les êtres d'encre avec le soleil, et je les ai faites suite à la mort d'un de mes amis super proche. Et c'est suite à ça que ça sort. Et après, tu peux travailler sur la joie aussi. Hein. Et d'ailleurs, c'était sur comment tu gardes le soleil comme horizon quand t'es au fond. Et d'ailleurs, moi, quand je vais pas bien, je dessine des soleils et ça va mieux. Donc c'est un peu comment tu distribues ça. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais non, c'est hyper important, même en danse, si tu veux. Mais c'est comment tu traverses ça, quoi. C'est juste, comme tu dis, comment tu vas avec le courant et comment tu traverses ça pleinement, mais que tu sais que c'est pas un état qui est voué à durer et t'es pas censé t'embuer dedans, quoi, non plus. Mais oui, pour la danse aussi. Je pense que la dépression est pas forcément très féconde, mais la tristesse, par contre. Ah oui. Bah oui. Bah oui, parce que la dépression, c'est quand même quelque chose qui a fait son nid dans ton corps, quoi. C'est que t'as une forme d'inertie. La dépression, c'est une vision du monde qui s'est rétrécie. Mais souvent, quand t'es en dépression et que t'en sors, t'es plus la même personne.
une personne plus sage. Moi, j'ai eu un moment donné où j'étais moins bien. Et ça a été assez drôle parce qu'il y a eu une fois où j'ai repleuré. Et je me disais, c'est marrant, je suis triste comme avant. Et j'étais assez jeune quand ça m'est arrivé. Mais c'était beau. Il y a vraiment une différence, je pense, entre... je pense que la dépression, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Mais c'est vraiment, tu t'es plus connecté au monde et t'es enfermé dans un truc avec toi et ton problème. Et en fait, t'es plus... Mais au bout d'un moment, même si le problème est réglé, des fois tu restes en fait dans cet état. C'est un état qu'on apprend aussi. Ouais, c'est un état où tu te cognes un peu parce que t'as pas beaucoup de... T'es plus en mouvement en fait. C'est une forme d'inertie de l'esprit. C'est marrant, je vois que tu as fait un plan que tu n'as vraiment pas du tout respecté. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est juste... C'est hyper drôle. Ouais, c'est de l'improvisation. Non, mais c'est de l'esthétique aussi. En fait, il y a plusieurs trucs. Regarde, pourquoi ce bloc ? Déjà, parce que je trouve que c'est joli sur la caméra. Après, je sais pas si ça le sera vraiment. Mais... Non, je sais pas, tu m'as... Enfin... Toi, t'avais une volonté que je t'envoie quelques trucs. Tu voulais que ce soit un peu balisé. Pour te rassurer, parce que tu étais plus à l'aise comme ça. Et c'est souvent le cas. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast. Je me suis dit, en plus Juliette, elle a envie que ce soit un tout petit peu cadré. Du coup, je vais écrire un peu les trucs. Donc c'était basé sur un peu les questions que je t'avais envoyées, que de toute façon, j'ai pas du tout lu. Je sais même plus ce que j'avais écrit. Mais après, elles sont dans mon téléphone. Si à un moment, tu vois. Ah non, mais c'est toi qui décides le chemin, on prend. Hein. Bah, écoute. Mais du coup, voilà, j'ai fait une petite mind map. Je sais pas. Non mais c'est drôle parce que je suis plutôt souvent je suis assez pluridisciplinaire et en même temps tout pour moi tout a une cohérence et c'est drôle parce que j'ai été plutôt amenée souvent du coup au travail de artiste visuel, danse, et là c'est intéressant, c'est la première fois qu'on me demande autant de parler de la médecine chinoise et du côté massage, parce que toi-même c'est ce dont tu es le plus proche, et du coup c'est aussi enrichissant d'aller sur ce terrain-là. Mais après, je pense que ça sert quand même à quelque chose, mais ça m'a servi au moment où j'ai écrit de ça. Bien sûr. Parce que du coup, souvent j'écris des trucs, et je pense qu'on est beaucoup à faire ça, j'écris des trucs, et ça me fait mettre de l'ordre dans mon esprit, mais après je le regarde jamais. Tu vois. C'est comme quand tu prends des notes en cours, quel pourcentage de gens regardent vraiment leurs notes après? Moi je fais ça avec mes to-do list. Genre je me fais des to-do list tous les jours que je regarde pas, c'est hyper intelligent. Ouais. Bon, alors on va essayer de suivre un petit peu le truc. Non, mais c'est toi qui décides où on va. Attention, parce que c'est quand même un podcast sérieux ici. Du coup, t'as commencé à parler un peu de tes dessins. Ok. Donc là, tu vois, hop, on revient un peu sur le sujet principal. Mais c'est toi qui décides. Si tu veux qu'on parle que de shiatsu, moi je peux t'en parler pendant 2 heures. Non, mais j'ai envie de parler quand même de ça. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est le truc principal dans ta vie? En fait, je dirais qu'en termes de temporalité et de métier, tu es quand même obligé de te déployer plus ou moins. Là, imagine que tu me connais pas, mais je suis quelqu'un d'important. Là, on est à une sorte de soirée, il faut faire un peu du networking. Je sais pas, j'imagine une situation, imagine que je suis quelqu'un d'important, j'ai de l'argent et tout. Au secours. Il y a n'importe quoi cette situation. Et je sais pas, il faut que tu te présentes, que ce soit un peu concis. Comment tu te présentes officiellement, quoi? Bah alors déjà, pour répondre à ta question, ça dépend en fait dans quel endroit je suis, parce que comme je te disais, j'ai plusieurs casquettes. Donc en fait, le truc c'est que je suis obligée de m'adapter. Ouais. Parce qu'en évident. fait, non, c'est vraiment c'est pas chiant. Du tout évident. Et moi, je trouve ça chiant qu'on soit obligé de se définir avec un mot. Mais ça, en plus, en France, on est vachement en mode genre, on veut être super spécifique. Et je crois qu'aux États-Unis, au Canada, ils sont vachement. C'est hyper valorisant de faire plusieurs trucs, alors que nous, on se dit non, t'es un gros charlatan, tu peux pas faire 2 trucs à la fois. Mais ça change beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, c'est en train de bouger. Oui, mais quand même, t'as un peu un rapport. On est quand même censé être un peu dans des trucs d'expertise, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça en France, d'excellence. Ma stratégie, c'est vraiment de dire que je ne choisirai pas. Et que pour moi, ça se féconde les uns les autres, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, je dirais que je suis artiste visuelle, danseuse, scénographe et praticienne de shiatsu. Mais tu vois, si je fais un truc spécialisé dans les arts visuels, si je commence à te dire que je fais de la scénographie
bon, pourquoi pas. Ou que je fais du shiatsu, bon, pourquoi pas. Mais pareil, t'as des gens qui vont être hyper ouverts, d'autres qui vont se dire, cette femme est folle. Donc selon le contexte, tu mets en avant l'une casquette ou l'autre. Ouais, bah oui. Parce que, ce qui est logique. Ouais. Et en fait, t'as d'autres endroits où la danse et la performance vont être vachement bien vues, valorisées. Ou en tout cas, c'est plutôt comment ton interlocuteur peut aussi avoir de l'intérêt pour quel endroit de ta personne, quoi. Mais de la même manière que quand t'es avec des amis au café, voilà, si t'es quelqu'un qui est dans la finance, tu vas peut-être pas aller dans les mêmes discussions que quelqu'un qui est dans le yoga. Ouais. C'est arrivé hier. Mais des fois, il y a des gens, tu sais pas. Imagine quelqu'un que tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas ce que c'est. Bah, de toute façon, il faut rester intègre dans tous les cas. Enfin, moi, pour le coup, je change pas. C'est un peu ma manière de penser. Enfin, je change vraiment pas mon discours. C'est mort. Non, mais tu vois, tant pis, en fait. Tant pis si je suis pas assez quelque chose ou si je suis trop quelque chose. Le shiatsu, c'est un truc que tu fais professionnellement ou pas encore ? Bah là, c'est en train d'arriver. Parce que du coup, là, j'ai passé donc cet examen qui donne un premier diplôme. Et de base, ça l'était pas. Et en fait, à force d'avoir plusieurs personnes et puis des potes de potes et qui veulent recevoir, du coup, quand ça commence à dépasser ton cercle proche, tu te dis, bon, bah en fait... et que ça fait aussi du temps que c'est dans ta vie, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, oui, l'idée première, c'était juste de pouvoir équilibrer les gens que j'aime autour de moi. Et d'y participer, c'est hyper important. Donc, professionnellement, pour l'instant, c'est principalement le dessin. Pour le moment, c'est quand même principalement les arts visuels. Ouais. Je dirais Pourquoi tu dis art visuel ? Alors, parce que, encore une fois... Parce que je vois que c'est important pour toi, parce que tu le répètes plusieurs fois. Bah parce que les arts visuels, en fait, je pourrais pas dire c'est le dessin, parce que je fais du dessin à l'encre, je fais de la peinture à l'encre, mais je fais aussi de l'installation, de la performance, et tout ça, ça rentre dans les arts visuels. Et t'as un projet où... tu vois, j'ai des projets où c'est la vidéo. En fait, en fonction des artistes, il y a des artistes qui vont être hyper obsessionnels dans une seule pratique. Je pense à une de mes meilleures amies qui est vraiment... tu vois, elle fait du dessin hyper réaliste au crayon de couleur ou au pastel. Mais tu vois, il y a un truc, elle a une sorte de ligne comme ça et ça reste à cet endroit-là et ça commence à bouger. Mais t'as un truc... une ligne comme ça. Et moi, ma recherche, elle est pas... Comme elle est quand même dans le domaine de la santé, du mouvement, du vivant, je ne peux pas tout exprimer juste avec le dessin. T'as des fois où il faut que ça passe par mon corps directement. Donc là, ça va être la performance. Des fois, il faut que ça passe par la sculpture. Enfin, t'as aussi des choses qui sont... Des fois, t'as des choses que je trouve par la matière qui deviennent des concepts, et d'autres fois où c'est, je pense, quelque chose, et du coup, ça va trouver une forme. Mais donc voilà, je dis art visuel, je pense que ça, c'est bien 70% de ma pratique. Après, t'as 10-15% de la scénographie, 10-15% en performance, ça dépend un peu des années, mais j'ai au moins 1 ou 2 projets pour le spectacle par an. Ok. Donc de scénographie, mais j'en prends pas plus parce que ça prend trop de temps. Et c'est quoi la scénographie ? La scénographie, c'est un peu tout. C'est je dirais, l'aménagement d'un espace. Mais c'est ce qui fait que tu passes un bon moment ou pas, en fait, quelque part. Par exemple, si cette table est ronde, ou si cette table est de cette forme-là, on va pas avoir le même type de relation. La qualité de l'éclairage, le sol. Est-ce que tu changerais la table ? Non, ça me paraît pas trop mal. Ça te paraît bien ? Oui. Je pense que c'est bien. Mais tu vois, si t'es en soirée et que la table, elle est ronde, ou que t'es au sol, par exemple, moi, j'ai vraiment... la lumière, en fait, tu vas pas du tout passer la même soirée, et les relations qu'il va y avoir avec les gens, ça va complètement dépendre aussi de plein de choses. De l'espace. Donc ça, c'est de la scénographie. Ça peut être de la scénographie. Moi, c'est un peu cet endroit-là qui m'intéresse. Après, t'as clairement la scénographie de théâtre. Mais ça ressemble un peu au design d'intérieur, ce que tu me dis. Oui, bah là, c'est parce que je l'amène vers ça. Mais après, tu vois, quand tu vas au théâtre, c'est juste, en fait, le décor. Ouais, ça, c'est de la mise en scène, non ? Non, c'est pas ça. Bah, en fait, la scénographie et la mise en scène travaillent le décor main dans la main. Et particulièrement, moi, ma vision de la scénographie. Moi, si c'est juste pour te pondre un décor hyper réaliste, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des espaces symboliques, tu vois. C'est si tu travailles sur une tension entre un père et une fille ou
ou une guerre. Enfin, c'est comment tu vas rendre ça symbolique avec des éléments de décor. Et du coup, quand tu fais un projet en scénographie, tu travailles pour un spectacle qui est créé par d'autres gens et ils t'appellent toi. Et donc toi, tu t'occupes du décor spécifiquement. Ouais, mais justement, le décor, je le vois pas comme quelque chose de décoratif qui est là et qui... Tu le vois comme un personnage. Ouais, voilà. C'est pas un truc qui attend et qui est activé, tu vois. C'est un truc qui lui-même est acteur. Pour moi, c'est vivant. Enfin, il y a vraiment presque un truc d'animisme, quoi. Ouais. Où le décor, il est autant un personnage que les autres, que les acteurs sur scène, quoi. C'est vraiment comme ça. Et du coup, j'aime bien... et d'ailleurs, j'ai de la chance parce que jusqu'à maintenant, c'est souvent passé comme ça. On me met au tout début de la création. Et en fait, je travaille dès le début avec le metteur en scène. Et je lui propose des choses. Et en fait, tout le jeu d'acteur va découler de ce truc-là. Et ça va pas du tout être la même pièce, en fait. Et oui, c'est ce que je voulais te demander. Du coup, ça va jusqu'où le travail de scénographie? Parce que est-ce que du coup, tu choisis aussi les matériaux des objets qui vont être utilisés? Bien sûr. Ok. Bah ouais, en fait, et tu les conçois toi-même? Tu les construis toi-même et tout? Bah alors ça dépend. Au début, je les construisais et maintenant, juste, je suis dans des productions qui ont plus de budget et donc en fait, c'est mort. Enfin, au tout début, tu te retrouves à devoir être genre serrurier, ébéniste. Des trucs genre couturier et c'est juste en fait non, enfin tu peux pas. Mais c'est vraiment un peu du design, hein. Ouais, c'est un peu du design, mais il y a un aspect beaucoup plus rêveur parce que c'est pas pratique, tu vois. La finalité, c'est pas tu construis une table pour manger dessus, ce qui est très intéressant, mais là le design des fois c'est artistique aussi, mais bien sûr, ouais. Ah mais ça l'est, mais là je disais poétique, c'est-à-dire que la finalité c'est juste d'emmener dans un autre monde, quoi, dans un autre espace-temps. Oui, tu peux aller n'importe où en plus. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, c'est quand tu vas au théâtre ou dans un spectacle de danse, tu rentres dans une autre réalité. Du coup, ça peut être fictif ou pas fictif, mais en fait, c'est un cadre où tu inventes un nouveau monde. Et tu peux inventer le ciel, la terre, l'atmosphère, la musique. Enfin, tu crées un nouveau monde entier. Un peu comme le cinéma, sauf que là, c'est vivant et en 3D. Et ça, c'est un truc que tu as appris un peu sur le tas ou tu as appris quand même des choses qui t'aident maintenant pour la scénographie dans tes études? Alors, il se trouve que quand j'ai été aux Arts Déco, j'ai pris la spécialité scénographie. D'accord. Alors que quand je suis rentrée aux Arts Déco, je ne savais pas ce que c'était que la scénographie, parce que c'est un mot qui n'est pas connu forcément de tout le monde. Et j'ai fait ce choix-là parce que, justement, ça me permettait de ne pas faire de choix. Mais non, en fait, c'est juste que ça convergeait vers, si tu veux, j'étais danseuse, musicienne. Je m'intéressais beaucoup, justement, à tout ce qui était habits, parce que c'est porté. J'ai toujours beaucoup dessiné. De base, je pensais que j'allais faire plutôt de l'illustration et du dessin. Et en fait, la première année aux Arts Déco m'a fait me rendre compte qu'il y avait quelque chose de plus global qui m'intéressait. Et en fait, au théâtre, t'as tout, quoi. T'as la danse, donc t'as la présence, t'as le son, t'as la lumière, t'as le dessin, parce que d'abord, tu dessines, t'as le travail du texte. Et j'ai toujours, tu vois, j'ai fait L. Donc j'étais carrément, à un moment donné, à la place de faire les Arts Déco, j'ai failli leur dire non pour faire une prépa littéraire, tellement j'aimais le rapport à la lecture, au texte. Donc t'as ça, t'as un rapport de sens aux mots. Et enfin, c'est un art total, quoi. Et c'est tout ça à la fois. Donc si, j'ai appris des choses aux arts décoratifs. Après, c'est quand même principalement aussi des expériences, quoi, au fur et à mesure. Dès le début, en fait, dès que ma première année, j'ai eu des projets de mise en scène, de scéno, et j'en faisais au moins 1 ou 2 par an. Donc après, t'apprends... Et c'est merveilleux. Mais oui, par contre, aujourd'hui, non, je veux plus... Enfin, j'aime beaucoup construire et être aux côtés des constructeurs. Mais non, mais en fait, juste, tu peux pas faire 10 000 métiers. Non, ouais, c'est sûr. Donc, tu fais construire par des gens dont c'est le métier. Mais t'as commencé un peu comme ça, donc ça doit être rigolo, faire des trucs un peu... Ouais, c'était rigolo, mais moi, je sais que autant... j'ai beaucoup travaillé avec une amie qui fait partie de mon collectif d'artistes, qui s'appelle Garance Blachier. Et elle aime vachement plus construire. Et moi, j'aime bien, mais je sens bien qu'il y a un peu des compétences techniques et un rapport mathématique et un rapport de plans, de trucs qui doivent tenir droit. Et moi, ça me stresse, les trucs qui doivent tenir droit, genre les contraintes. On revient aux maths. Ouais, il y a un truc, je suis plutôt dans la courbe, et tu vois, dans le truc mouvant, que dans un truc genre... Et genre... tu vois, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Donc oui, au début, je devais le faire, mais en fait, c'est aussi... Il y a des trucs techniques à savoir, et ça, pour le coup, je les savais pas forcément. Donc, t'apprends au fur et à mesure. Mais du coup, au début, tu te retrouves vraiment un peu à apprendre en faisant n'importe quoi, tu vois. Ouais. Genre à commander 3 fois plus de bois ou pas assez de bois parce que t'as mal fait tes plans de découpe. Ouais, parce que t'es pas ingénieur non plus. Bah non, parce que c'est un métier. Ouais. C'est un métier. Et donc maintenant, on fait faire. C'est très bien.
Après, bon, t'as des trucs où je peux pas faire. Tu vois, moi, je travaille beaucoup des fois avec du tissu, notamment avec du papier craft. Personne d'autre que moi peut savoir. On peut comprendre ce qui se passe dans ta tête. Oui, il faut jouer avec le truc. Et là, c'est pas un truc rigide, quoi. J'étais en train de me dire, pendant que tu parlais, que ça te plairait... Je suis sûr que ça te plairait de faire de l'opéra en scénographie. Oui. Ouais, bah là, c'est le summum. Hein. Il y a plein de budget, donc c'est super. Ouais. Puis t'es super accompagnée. J'ai bossé, j'étais stagiaire sur un opéra. C'était assez intéressant. Mais mais bien sûr, c'est incroyable. Incroyable. Et puis c'est encore plus stylisé qu'au théâtre, l'opéra. Enfin, maintenant, dans les mises en scène modernes. Ouais, non, c'est trop bien l'opéra. Ouais. Mais ça, j'en ai jamais fait encore. Non, et t'as un truc... Mais là, par contre, je vais bosser cette année avec des chanteurs lyriques. Ça va être... Waouh. C'est exceptionnel. Enfin, ils sont... J'ai jamais fait pour... Là, cette année, je vais faire la scénographie, mais pour la musique. Donc là, c'est encore autre chose. Bah, d'habitude, j'ai un texte, ou un texte qui n'est pas encore créé, mais un truc à partir duquel travailler. Là, je vais travailler avec 2 groupes. Et je n'ai que des pièces musicales. Il va falloir que je fasse une scénographie à partir de... D'accord. De musique, la musique uniquement. En fait, ça va être une performance live et une scénographie. C'est un nouveau challenge, mais très intéressant. J'ai très, très hâte. Mais écoute, je connaissais pas trop ce métier. Parce qu'au début, tu t'employais le mot scénographie, je me disais oui, la scénographie. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi exactement c'est un peu plus clair maintenant. Mais ça se glisse partout, tu vois. Quand tu vas dans une boutique, il y a quelqu'un qui a scénographié le truc. C'est juste un peu plus commercial. Et moi, j'avoue... Et ça s'appelle scénographie aussi. Ouais, peut-être ils appelleront ça architecte d'intérieur. Ouais, architecte d'intérieur. Ou je sais pas quoi, direction artistique. Mais en tout cas, c'est dans cette veine-là, quoi. Ouais. Quand tu vas dans une exposition. Mais en fait, c'est des trucs invisibles. C'est ça qui est fou. C'est que moi, avant de ma 2e année aux arts décoratifs, quand j'allais dans un musée, je me suis jamais dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été là pour penser tout, en fait. Oui. La couleur, la typographie, la manière dont tu déambules, la lumière. Pourquoi cette œuvre-là à côté de cette œuvre-là? Pourquoi la pièce, elle est à cette hauteur-là ou cette hauteur-là? Tu vois, on te fait rentrer on te fait vivre une expérience où tout a été pensé. C'est pas du hasard. Mais comme un restaurant. Moi, ça, c'est un de mes grands rêves. J'aimerais trop scénographier un restaurant où tu vis une expérience presque artistique. J'adorerais. Un truc rigolo. Les restaurants, ils sont tous un peu pareils. Ouais. Du coup, tu peux étendre ça à tous les espaces, quoi. Mais bien sûr. Et moi, je suis hyper sensible. Ouais, par exemple, là, tout à l'heure, tu rigolais, mais la qualité du sol. Moi, je déteste. Je suis très fâchée contre les faux parquets. Je suis vraiment fâchée, genre. Ouais, et le carrelage, c'est trop cool parce que c'est facile d'entretien, mais je suis fâchée. T'as une froideur. Bah oui, t'es pas du tout en fusion avec. Tu peux pas du tout te coucher, tu vois. Ouais. Surtout, j'imagine que t'adores t'asseoir au sol et tout. Bah bien sûr. Moi, j'adore. Ouais. J'ai l'impression que c'est mon... Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a un gros tapis ici. Avant, c'était que du parquet. Mais c'est du parquet, là. Oui, c'est du parquet. C'est formidable, le parquet. Mais j'avais envie d'avoir un truc un peu doudouille, tu vois. Je me disais, c'est trop froid, le parquet. Bon, c'est aussi pour le son. Mais... Non, mais parce que ça crée un autre espace quand tu parles. Ça, c'est des trucs de scénographie. Ça divise l'espace. Bah oui, ça rehausse, en fait. C'est comme là, tu vois, t'as pas ton verre sur la table. T'as mis un truc sur ton verre. Du coup, ton verre prend une autre importance. Ouais. En plus, ça, c'est surtout esthétique parce qu'en fait, la planche... C'est une planche, c'est moi qui l'ai... Vernis ? Qui l'ai teinté et tout. Mais c'est pas non plus un truc... Enfin, c'est un bois aggloméré, tu vois, pas très cher. Enfin, bref. Donc, en tout cas, le tapis, ça a l'air anodin, mais pareil, tu peux pas passer la même soirée avec des gens si t'as un tapis ou si t'as pas de tapis. Mais c'est que des choses un peu invisibles, mais qui impactent, mais comme la qualité de la lumière. Si t'as une lumière blanche, si t'as une lumière un peu chaude, c'est pas du tout le même rapport avec les gens. Ouais, c'est sûr. Mais tu le conscientises pas forcément. Du coup, ça te donne envie de faire une soirée chez toi. De voir à quel point... Mais bien sûr, moi, attends, tu sais, j'ai vraiment, en fait, en termes d'expérience, c'est fou. Je fais des moments que j'adore. Je réunis tous mes amis à ma maison de famille en Bourgogne. Et j'ai des tapis de gym que je pose au sol. Et en fait, à chaque fois que les gens sont au sol, ça devient des moments... En fait, ça te ramène à un truc assez enfantin, animal, où tout le monde, je sais pas, commence un peu à se... Comme des soirées pyjama, tu vois. Tout le monde commence un peu à se parler. C'est pas du tout les mêmes rapports que quand t'es à une chaise avec ton verre comme ça. Par exemple, moi, le truc qui me terrifie, c'est genre les dates, tu vois, où t'es sur une table carrée,
et t'es dans un face-à-face avec une table et tu dois te raconter des trucs. Bah là, c'est un peu un face-à-face avec une table. Oui. Mais là, ça va. Enfin, je trouve que c'est un contexte particulier. Mais pour moi, c'était très important d'avoir une table. Et bon, là, j'ai pris ce que j'avais. Idéalement, j'aurais peut-être un truc un peu plus joli tout, mais d'être assis en face d'une table et pas trop proche. Non, bien sûr. Et aussi de pas être... Parce que moi, je suis pas très fan des podcasts où c'est sur un canapé ou un fauteuil avec le micro un peu dans le vide et tout. Parce que, et aussi d'être dans cette posture-là. Pour moi, c'était pas... Enfin, le but, c'est que ce soit un podcast où il n'y a pas trop de forme et tout. Mais où tu peux dire ce que tu veux. Mais j'ai quand même envie qu'on soit dans une certaine concentration et qu'on soit, tu vois... Bah là, t'as un truc plus axé. Enfin, t'as un truc plus... Bien sûr. Mais non, moi, j'adore les tables en plus pour travailler. Enfin, quand j'ai envie d'être concentrée, je peux pas... Oui, ça te centre. Ça me centre. Ah, mais moi, vraiment, tu vois, l'obsession de ce dont j'ai besoin chez moi pour travailler, c'est juste genre un bureau à hauteur comme ça et une chaise. C'est tout ce que je demande dans un espace quand je veux phaser et me concentrer. Par contre, le fait est que quand je suis dans un moment de détente ou avec des gens, ta soirée, ça va vraiment pas... Enfin, ton moment, même en famille, ça va du tout être le même si t'es au sol ou si t'es sur des chaises. Mais les gens, ils rechignent des fois à s'asseoir au sol. Ouais, mais je m'en fous. Il y a des gens, ça leur fait mal au dos, tu sais. Souvent, ils sont pas contents. Mais en fait, finalement, tout le monde oublie. Et c'est les fameuses expériences que j'ai fait, parce que j'ai fait des tests, tu vois, avec ces fameux tapis de gym, mais on a vécu des trucs inoubliables. C'est vrai ? Mais oui, des trucs inoubliables. Parce que les gens commençaient à se masser, à se raconter des histoires, à se faire des énormes câlins alors que les gens ne se connaissaient pas. C'était pas du tout genre sexuel ni rien, mais en fait, ça a créé une proximité. C'est aussi qu'il y a plus de frontières, parce que la chaise, c'est une frontière, en fait. Mais bien sûr. Mais comme quand t'es assis dans l'herbe, tu vois. En fait, ça rappelle tous ces espèces de trucs de plage. En fait, ça rappelle... je sais pas si c'est un truc ancestral, mais tu vois, là, j'étais en Tunisie et tout ça, ils sont quand même vachement... Mais même en Inde, tu vois, ou en Chine. C'est vrai que moi, j'adorais ça. En Inde, t'es assis par terre au resto. Ouais. Mais oui, non, mais incroyable. C'est trop bien. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, en fait, l'ambiance était complètement différente au repas. T'es connecté direct au sol, en fait, hein, déjà. Donc là, t'as un espèce de truc où nous, on est un peu... Tu vois, il y a un truc de civilisation où, tu vois, tu manges avec des couverts, et puis t'es sur une chaise, et du coup, tu vois, tu prends de la hauteur par rapport au sol, du coup, t'es plus vraiment cette espèce de truc un peu arriéré d'animal, alors qu'en fait, non. Ouais, alors qu'en Inde, c'est la table qui vient au sol, quoi. Ouais, oui. La table, elle est là, quoi. Mais au Japon, elle est à 50 cm. Je crois. Au Japon, non, ils mangent sur des chaises. Ah, ben moi, j'étais allée dans des restos où ils mangeaient... alors oui, c'est vrai que... Non, ça m'est arrivé. Je pense qu'il y en a différentes. Mais c'est pas dans les villes, pas trop, quoi. C'était plus un peu à la campagne, quand t'es un peu loin. C'est vrai. Mais tu vois, le shiatsu, tu fais pas sur une table de massage. Tu fais au sol. Ouais, massage taille pareil. Ça change tout. C'est pas du tout les mêmes rapports. Oui, je suis d'accord. Et voilà. Et moi, c'est vraiment juste... Et là, je vais continuer de le faire. Enfin, pour moi, c'est un truc expérimental où, du coup, alors que les gens ne se connaissent pas... T'as plus les rapports de... T'es plus dans un rapport d'apparence, ni de figure ou de représentation. Et du coup, ça te remet un espèce de truc où les gens sont peut-être pas à l'aise dans leur corps, mais en fait, tu peux pas mentir. Enfin, pareil, t'es pas derrière ton truc un peu comme ça, avec ton verre de vin et de cigarettes. C'est juste genre... Je sais pas, tu te roules par terre, ou alors t'es un peu là, genre blablabla, mais en fait, t'es plus proche. Je pense que là, tu donnes envie à tout le monde qui écoute de faire des soirées par terre. Mais ça crée vraiment pas les mêmes moments. Hein. Après, non, parce qu'il y a sans doute des gens qui ont envie de rester dans cette posture-là. Enfin, je veux dire, les trucs... non, mais après, ce que tu peux faire... Non, mais ce que tu peux faire, c'est que tu fais un dîner à table, par exemple, et après tu sais pas, t'as un petit coin salon, tu mets des petits coussins par terre, et les gens, ils ont envie de... Bah, chez moi, j'ai vraiment une table qui est... Enfin, j'ai pas de table, quoi. J'ai juste une table assise par terre. Ah, ouais. Mais même mes potes qui sont pas à l'aise forcément dans leur corps, et ils s'assiedent, ils sont bien contents, en fait. Ouais. Il y a un truc... Régressif. Ouais, de proximité qui se passe. De confiance, de simplicité, de fonte d'apparence, je crois. Après, bon, c'est ce que j'en dis. Hein. Ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu designes un peu ton appart ? Est-ce que tu penses un peu ton appart, du coup, comme ça ? Je fais quand même les choses assez naturellement. Après, c'est juste des questions que j'ai fini par me poser pour comprendre qu'est-ce qui faisait que je me sentais bien ou pas dans un espace. Ouais. Et le fait est que je me suis aperçue qu'effectivement, quand j'avais des grosses phases d'inspiration, notamment dans la performance et dans la danse, en fait, je me suis aperçue que ça venait éminemment de la qualité du sol. Et les fois où j'ai dû faire ces performances dans des endroits où le sol était pas bien, et ben c'était faux, mon truc. Et tu vois, dès qu'il y a du parquet, et d'ailleurs, c'était mon obsession dans l'appartement que je cherchais. Et du coup, j'avais vraiment l'air d'une meuf trop chiante, mais je voulais une matière organique. Et quand j'étais en résidence en Italie, en fait, j'étais tout le temps pieds nus. Et du coup, j'étais hyper inspirée parce que dès que je suis pieds nus sur quelque chose,
pareil, il y a une fonte de frontière. Tu vois, la chaussure, ça te sépare quand même d'une forme d'ancrage ou de porosité avec les matières du monde. Tu vois, tu le sens avec tes t-shirts aussi, tu sens bien, si tu te poses la question ou que tu te connectes un peu qu'un truc en polystyrène, tu passes pas le même moment qu'avec du coton. Et puis tu te sens, et puis c'est vrai que on n'est pas pareil dans notre tête quand on porte un costume 3 pièces ou un jogging. Non, mais ça influence tout en fait. Et la qualité, même si tu portes des baskets ou des chaussures rigides. Et moi je le vois, tu vois, par exemple, si je porte un truc là, ou un juste au corps, je vais pas avoir la même tenue de corps, ou un pantalon serré ou une jupe, tu bouges pas pareil. Et donc par rapport à chez moi, si, je suis pas une obsessionnelle de la décoration et tout ça, j'ai envie que les choses elles soient simples, qu'elles soient hyper épurées, surtout chez moi. Mais oui, j'ai envie qu'il y ait des éléments au sol. J'étais obsédée avec l'idée de... je dis beaucoup ce mot. Avec l'idée d'avoir un canapé marocain, enfin un truc au sol pour pouvoir échanger. Et un lit au sol aussi. Enfin, un lit, pas non plus complètement au sol, mais j'avais pas envie de trucs trop rehaussés. Et la matière du sol, c'est très important. Et les matières qui t'entourent, tu vois. La qualité de ta vaisselle. Ouais, la qualité des matériaux qui t'entourent, quoi. Ouais. Par rapport à chez moi. Et la qualité de la lumière aussi. T'as vachement un discours de designer, hein, quand même. Enfin, moi, ça me fait penser... Mais parce qu'on est allé sur ce terrain-là. Ouais. Non, je sais. Mais quand tu parles... Non, mais depuis qu'on a commencé à parler de la scénographie, c'est... Oui. C'est vraiment ça. Mais j'ai pris du temps à comprendre à quel point... Enfin, tu vois, je pense que c'est arrivé là, l'année dernière, il y a 1 an et demi, quoi. Que, en fait, tu passes pas la même journée en fonction de la tenue que tu portes. T'es pas dans le même état d'esprit. Tu passes pas le même moment dans un lieu en fonction de... Enfin, c'est en fonction de la lumière, en fonction de tout ça. En fait, l'environnement nous impacte beaucoup plus que ce qu'on a l'impression. Enfin, on a l'impression qu'on est complètement indépendant et qu'on suffit à nous-mêmes et que rien ne nous impacte, mais on est beaucoup plus poreux que ce qu'on croit, je crois. Je pense. Mais ça, la notion du feng shui, non ? Ouais, je connais assez peu le feng shui. Je sais que je vais m'y intéresser incessamment sous peu. Ouais. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. C'est en fait là où notre corps est notre première maison, avant notre maison. Ils imaginent la maison comme un corps. Donc pareil, dans cet imaginaire de qu'est-ce qui circule pas, on n'en a pas parlé, mais la médecine chinoise, elle est imaginée comme un courant d'eau. Et si l'eau, elle s'arrête à un moment donné, elle stagne, ça croupit. Donc c'est la maladie qui s'installe. Donc le shiatsu, la médecine chinoise, l'idée, c'est de remettre en circulation, quoi. Et la maison, c'est un peu pareil, quoi. C'est si t'as des endroits où il y a une perte de... Tu vois, si le robinet, il est trop ouvert, t'as une perte d'énergie. S'il est trop fermé... Et c'est pareil dans un lieu, quoi. Quand c'est trop encombré ou que c'est... Mais ça, je connais pas. Tu vois. T'as des circulations, je pense. C'est comme quand tu ouvres une fenêtre, t'as des courants d'air. Mais on fait souvent cette comparaison. Tu l'as un peu fait tout à l'heure, que c'est une extension de nous-mêmes, notre espace, l'espace dans lequel on vit. Et on a besoin de nettoyer cet espace comme notre espace intérieur. Et d'ailleurs, ça me fait une transition presque parfaite pour revenir à la méditation. Ouais. Je pensais que j'allais pas en faire. Je me suis dit, là, j'étais fier de moi. Mais du coup, comme j'ai dit, ça casse le truc. Mais c'est pas grave. C'est quoi ta pratique de la méditation, toi ? C'est quand même presque quasi quotidien. Ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans au moins maintenant. Et je sors de mon lit et je m'assieds et je médite. Je suis pas du tout... Je pense que je peux pas appartenir à qu'un seul courant de pensée, tu vois. Je peux pas faire que pleine conscience, que Kundalini, que méditation zen. Mais il y a plein de choses dans toutes ces trajectoires qui m'intéressent et du coup, je prends un peu les choses qui m'activent. Ça peut être des images mentales, ça peut être des paroles, ça peut être des gestes. Tu médites sans rien ou tu mets un truc guidé ? Ça dépend. Il y a des fois... donc ça dépend des moments. Il y a des moments donnés... En fait, je dirais 3-4 petits rituels que je fais quand même quasiment tous les jours. Tu vois, je pense que c'est propre à chacun. Et je sais que l'imagination de poser les mains au sol et de s'ancrer, d'imaginer d'être un arbre qui a à la fois une grosse racine dans le sol, mais en même temps aussi des racines comme ça. Moi, avec ma qualité de corps et ma manière d'être, c'est quelque chose une image qui fonctionne. Donc je médite avec des images. Après, des fois, je médite avec effectivement un audio, de moins en moins. Et des fois, je reviens des exercices de pranayama, de yoga qui sont quand même extrêmement... qui sont assez efficaces, quoi, et qui sont magnifiques.
Et parfois, quand je suis dans des situations plus compliquées, je peux méditer beaucoup plus, tu vois. Quand, par exemple, j'étais en résidence où c'était pas forcément évident, où j'étais pas du tout chez moi, là, je méditais 3 fois par jour. 2-3 fois par jour. C'était incroyable, d'ailleurs. C'était super intéressant. Au niveau de la création, du coup, c'est super intéressant. T'as beaucoup plus d'inspiration. Est-ce que dans des moments comme ça, tu te forces ou c'est un besoin et tu le fais vraiment Tu peux pas te forcer à méditer, c'est impossible. De toute façon, tu le fais pas si tu dois te forcer. Mais c'est moi, drôle je parce me force. que... Ah ouais? Bah ouais. C'est bien. Mais enfin, c'est bien, je sais pas. Mais tu vois, cet été, j'avais pas envie de méditer et j'ai pas médité. Et je me disais que ça se trouve... Enfin, je sens que maintenant, comme ça fait longtemps, ça s'est quand même ancré, tu vois. Ça s'est infusé de manière générale. Et quand j'ai remédité, là, à la rentrée, je me disais, pouf! Tu vois, alors que j'avais l'impression, dans l'idée, ça fait tant que tu te connectes pas vraiment juste à fermer tes yeux, à te poser les fesses, c'est pas pareil. Il y a plein de gens qui disent, ah, je médite en contemplant les nuages. Non, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout dans le même endroit. Et c'est bien aussi, je dis pas, mais... Et quand je me suis rassise, je me suis dit, il y a du bazar. Enfin, c'est juste que j'avais plein de trucs, en fait. Alors que là, c'est juste comment t'apaises ton endroit. Et quand c'est arrivé, je pense que je méditais plus aussi avant parce que j'avais pas un espace à moi. Et du coup, c'était une manière de se créer un espace avec toi-même. En fait, tu crées un espace ressource que t'actives au début et que tu vas venir reconvoquer si tu traverses des choses. Tu vois, imagine, t'es dans une situation de conflit, paf, tu peux revenir à... C'est vraiment une capacité, un axe ressource, quoi. Vraiment un endroit hyper précieux de connaissance de toi-même où du coup, t'as beaucoup moins peur parce que en fait, tu t'es capable de passer, de passer du temps seul avec toi-même à rien faire d'autre que de réceptionner la vie qui te traverse, quoi. Ouais. Donc ça donne une force, je trouve. Et puis c'est un peu un secret avec toi-même. Pourquoi ? Parce que t'es tout... Enfin, tu vois, tu traverses quelque chose et c'est juste toi qui le sais, personne te voit et... C'est un truc de l'intériorité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on on le cultive pas trop. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment amené à le cultiver et c'est une connaissance de soi, tu vois, aussi. Une observation, un discernement. Donc je dirais que c'est ça, la pratique de la méditation. Mais que du coup, c'est hyper important. Il y a un proverbe qui dit, je sais pas s'il est attribué à quelqu'un d'ailleurs, mais que quand on n'a pas le temps quand on n'a pas le temps de méditer 1 heure, on devrait méditer 2 heures. Ouais, je la connais, c'est hyper vrai. Et c'est complètement super vrai, quoi. Ouais. C'est compliqué dans vraiment beaucoup manière de le mettre en pratique, mais en fait, mais c'est pour ça que je le fais dès le matin. C'est que sinon, tu trouveras pas le temps de le faire. Ouais, au moins c'est fait, ouais, c'est sûr. Oui, et puis du coup, ta journée ne se passe pas de la même manière. Enfin, en tout cas, encore une fois, je pense qu'on n'est pas tous au même endroit, on n'est pas tous égaux. Après, je reste assez persuadée que ça ne peut faire que du bien à tout le monde. Et d'ailleurs, pour le coup, la méditation est extrêmement prouvée scientifiquement. Au niveau de la neurologie, c'est des choses qui sont hyper perceptibles. Donc, c'est assez rassurant. Ouais, il commence à y avoir beaucoup d'études sur la méditation. Ouais. C'est hallucinant. En fait, pareil, ça, c'est un des trucs du futur, quoi. Mais c'est bizarre, tu vois, de dire ça. En fait, je trouve ça très étonnant d'entendre des phrases comme ça. Après, t'as peut-être raison, mais de dire la méditation, c'est un truc du futur, ou l'acupuncture, parce que c'est tellement ancien. Ouais. Oui, mais t'as des trucs, t'as des données qui... Enfin, tu vois, la pluie, ça tombe de haut en bas. Enfin, t'as des trucs physiques, en fait. T'as des lois, t'as des trucs qui, je pense, bougent pas. Ouais. Ça veut pas dire que ça évolue ou que c'est fixe. En même temps, ça a bougé. C'est figé, c'est pas figé. Mais en tout cas, t'as des... C'est un truc qu'on a oublié. En tout cas, oui, on est beaucoup plus stimulé. Enfin, tu vois, on est un peu dans une attention... Mais en fait, c'est plus un souhait de ta part de dire que c'est un truc du futur, parce que qu'est-ce qui te prouve que les gens vont se mettre à méditer plus, tu vois ? Ça se trouve, c'est l'inverse. Quand je dis un truc du futur, je dis juste qu'il y a que ça devrait l'être. En plus, avec la mondialisation et toutes ces choses-là, je pense qu'avant, nous, on n'avait pas trop... Enfin, c'était pas hyper connu, ça allait de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, du coup, ça devient des modes, du coup, le marketing le reprend. Je dis pas que c'est un truc du futur, je dis juste que, pour le coup, je pense que chacune des civilisations a eu du génie à certains endroits. Je sais pas, je parle même encore une fois, je vais dire que c'est un truc de designer, mais t'as le truc du kimono, t'as le pantalon thaïlandais, t'as t'as plein de trucs dans chacune des civilisations qui sont géniales. Ouais. Et je pense que la méditation en fait partie, et c'est juste que ça a des super forts impacts
d'apaisement qui sont encore plus nécessaires aujourd'hui. On est des modes de vie hyper actifs. Et du coup, je pense que... Je dis pas que c'est du futur et que les gens vont plus le faire. Je dis juste que c'est des skills comme l'hypnose qui sont des choses intéressantes pour se réguler et que c'est prometteur. En tout cas pour la santé de manière générale. Mais ça a toujours été là et c'est juste qu'on... Tu vois, il n'y a rien de... Mais en même temps, comment tu fais pour amener les gens à méditer ? Parce que... c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, je sais que, juste à mon échelle déjà, moi, c'est une amie qui, parce que j'ai vu dans sa personne qu'il y avait quelque chose qui avait changé, que je trouvais hyper impressionnant. Enfin, en tout cas, je me suis dit, waouh, c'est beau de voir ce qu'elle dégage, alors qu'elle était beaucoup plus vénère. Que s'est-il passé ? J'ai vu ça pendant 1 an, et après, je me suis dit, non mais attends, c'est magnifique. Donc en montrant l'exemple. Voilà. Et moi, je sais qu'à ma position, il y a plusieurs personnes qui... Et d'ailleurs, un ami qu'on a en commun, qui se sont mis à méditer. Ça ne veut pas dire que ça va tenir dans la vie, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'asseoir tous les matins pour méditer, et en fait, chacun le fait à sa manière. Mais en fait, déjà, tu t'infuses un peu... Oui. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est la bonne réponse. Il faut juste incarner ça. Ouais. Après, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça pourrait faire du bien à tout le monde, mais peut-être qu'en fait, il y a juste des gens où leur équilibre, c'est d'aller courir, tu vois. Je pense pas qu'il faut vouloir faire des généralités non plus. Mais ça, je sais pas, tu vois, parce qu'il y a un moment... moi, en fait, je me dis, 2 trucs qui ont 2 activités qui ont un résultat un peu similaire, mais pas tout à fait, c'est justement le sport et surtout cardio et la méditation. Mais c'est pas le même bénéfice. C'est pas du tout pareil. Parce que et je pense que tout le monde devrait faire... Enfin, les 2. Non, mais je pense que idéalement, il faudrait faire les 2. Parce que quand tu fais du cardio, effectivement, le truc un peu similaire avec les effets de la méditation, c'est que tu relâches des endorphines et par conséquent, t'es plus pas forcément plus présent, mais en tout cas, t'es plus détendu. Et Ouais, mais il n'y a pas vraiment de ménage de l'esprit, quoi. Ouais. Tu travailles pas en profondeur sur ta personnalité. Alors, il peut y avoir un peu de ça quand tu te pousses à dépasser tes limites, entre guillemets. Oui. Tu vois, quand tu es en train de courir, mettons que tu te dis, il faut que je cours 10 km. Et à chaque... En fait, c'est différent, mais je pense que ça se rejoint parce que dans le sens où parce que la méditation, c'est quoi ? C'est une observation de ce qui se passe à l'intérieur. Si on essaie de résumer un peu, tu serais d'accord avec ce résumé ou pas ? Ouais. Et justement, quand tu cours notamment, tu te confrontes à des résistances qui sont en toi et à tes démons en quelque sorte, si tu vas loin, si tu te pousses vraiment loin, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens, par exemple dans les sports d'ultra-endurance et tout, qui ont un discours qui ressemble vachement à quelque chose de spirituel et d'observation profonde de l'intérieur. Ouais, après ce qui me fait un peu peur, c'est que surtout avec le culte du corps qu'on a là... C'est qu'il y a plein de fois où la finalité, c'est de se... après, moi, j'avoue, je suis pas du tout dans quelqu'un de l'endurance. Après, ça peut tomber dans l'autodestruction aussi. Ouais, en fait, souvent. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont là-dedans. Mais sans doute, c'est formidable l'endurance. Après, moi, je suis vraiment pas la bonne personne avec qui discuter de ça parce que je déteste ça. Mais, et puis... Est-ce que tu vois ça dans la danse, par exemple ? Des bénéfices qui se rapprochent ? Oui. Mais bien sûr, mais parce qu'en plus je fais de la danse de Guinée, du coup ça se rapproche. Mais c'est juste que c'est pas du tout de l'endurance. L'endurance, il y a un truc de continuité. Non, mais avec les effets de la méditation, je voulais dire. Est-ce que tu vois des similitudes Avec la danse, non. Ouais. Il n'y a pas un côté spirituel dans la danse ? Non. Si, il peut y en avoir un. Dans l'intention que tu mets, mais c'est pas la même chose du tout. Pour moi, la méditation, c'est vraiment un travail du mental, quoi. Tu travailles pas tant... Effectivement, quand tu danses, ton mental, il est soit activé parce que tu décides, quand tu fais un mouvement, d'avoir une intention précise, soit tu danses et tu kiffes le mouvement et du coup, t'es juste dans une pure joie où du coup, ton mental, il est pas en train de se dire, il vient de faire des courses et ça, blabla. Mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, la méditation, c'est vraiment un ménage du mental que je vois ça nulle part ailleurs, en fait. Je connais rien d'autre du tout qui fait ça, pour le coup. Même, tu vois, le Feldenkrais, des trucs comme ça qui travaillent la proprioception intérieure, ou la course, ou la danse, ou le sport. Pas du tout. Tu n'es pas dans une forme d'immobilité qui n'est pas immobile, hein, mais tu travailles pas ton mental.
Quand tu cours, tu travailles ton mental, mais c'est un truc de surpassement. Je pense qu'il y a un côté... Ouais, en fait... Alors que là, c'est un truc d'épure. Il peut y avoir deux moyens d'atteindre la même chose, même si, encore une fois, idéalement, je pense que on bénéficie de... Il nous reste 5 minutes. On bénéficie du fait de faire les deux. Mais justement, avec le sport, tu travailles ta volonté, si tu te pousses vraiment. Et je pense que ça, c'est très précieux aussi. Et ça peut te permettre, comme la méditation, au quotidien, d'avoir plus de recul parfois, parce que justement, t'as plus de capacité à influencer ton propre comportement et ta propre réaction aux événements de ta vie. Et la méditation peut permettre d'acquérir ça aussi, sauf que ce qu'elle a en plus, et c'est qu'elle te connecte à cette sorte de paix intérieure. Mais je pense que c'est juste que je suis pas la bonne personne pour parler du sport intensif, parce que en fait, je j'aime pas la natation. Enfin, tous les sports d'endurance, je déteste ça. Ouais. Donc oui, mais la danse, c'est un truc où ça peut être intense, mais c'est pas... Il y a quand même un rapport de tension, de relâchement. Ouais. T'as une sorte de joie juste du mouvement qui est différente. Donc je suis pas la bonne personne pour te dire oui ou non, parce qu'en fait, c'est un endroit que j'aime pas. Donc voilà. Oui. Je peux pas dire oui non. Ouais, je comprends. Ouais, voilà. Je déteste vraiment ça. Est-ce que je peux te poser une question un tout petit peu personnelle ? Ouais. Est-ce que tu crois en Dieu ? Alors actuellement non, mais par contre je reste très proche quand même du sacré. Enfin pour moi il y a quelque chose. Mais bientôt oui. C'est ça. En fait si tu veux je viens pas je pense que c'est aussi un bain potentiel. Il y a des gens qui ont reçu des choses, qui ont vu des choses. Moi je les crois. Je dis juste que moi en tout cas ça ne m'est pas arrivé. Je pense qu'il y a aussi un bain dans lequel tu grandis, qui t'amène à de la croyance. Moi, je suis dans un bain qui a vraiment été hyper athée, quoi. Sévèrement athée, même, je dirais. Mais plus j'avance, plus pour moi, il y a évidemment... C'est pour ça que j'aime beaucoup le taoïsme et la médecine chinoise, quoi. Il y a je crois que si, je crois en Dieu, si Dieu, c'est une sorte de force de vie, quoi. Je ne sais pas si c'est abstrait ou pas, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Pour moi, il y a quelque chose... Les choses ne sont pas là par hasard. Je pense que les choses ont un sens. Je crois quand même assez intimement, mais sans vraiment le savoir pourquoi, et je pourrais jamais l'argumenter quand même à l'idée d'une réincarnation depuis longtemps. Mais j'ai pas l'impression d'être regardée par quelqu'un, mais je pense qu'il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui... Oui, parce que du coup, t'imagines le Dieu un peu cliché du catholicisme quand tu me réponds, j'ai l'impression. Potentiellement, parce que c'est celui qui est plus ou moins presque le c'est celui qu'on rejette un peu en France, j'ai l'impression, en ce moment. Dans certains milieux. Mais pour moi, oui, c'est ça. Est-ce que je crois en Dieu ? J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a du divin et du sacré. Et d'ailleurs, artistiquement, on n'a pas parlé, mais j'essaye de travailler là-dessus, quoi, sur le fait que en fait, toute chose qui est vivante, genre une graine ou un haricot vert, il porte du Dieu en lui, quoi. Ouais, c'est la force de création, en fait. Ouais, donc si, pour moi, il y a quand même... je pourrais pas te dire... mais après, peut-être que j'ai pas encore les clés maintenant, mais il y a quelque chose. Je sais pas si c'est juste... la vie qui se transforme et qui se bat pour continuer et pour perdurer. Et... Ça, oui. Est-ce que des fois, tu ressens une force invisible qui te guide dans des activités artistiques ou quand tu masses ? En fait, le truc, c'est que quand je suis tellement dedans, j'ai même pas... Il y a des fois où... t'as une sorte de rythme. En shiatsu, t'as un rythme qui te guide, mais je dirais que là où je pense certaines personnes, peut-être qui sont vraiment croyantes ou qui sont très experts, ça les guide tout le temps, en tout cas du A à Z. Moi, à l'heure actuelle, dans ce que je suis, donc sans doute aussi jeune, il y a des fois où ça apparaît, mais ça dure pas dans le... Ça intervient. Et dans les calligraphies de mouvement, il y a ça, des fois. Mais ça va trop vite pour que je m'en rende compte, déjà.
Mais par contre, je peux le voir chez d'autres. T'as des gens, quand ils se mettent à performer, à danser ou à chanter, tu sens qu'ils sont traversés par quelque chose. Enfin, c'est le truc des trans aussi, quoi. Tu sens qu'il y a une énergie, ou qu'en tout cas, il y a qui sont hyper alignés. Je sais pas si c'est Dieu, je sais pas si c'est quoi. En tout cas, il y a un truc qui... Et puis bon, quand tu t'intéresses aussi au travail de certains guérisseurs et tout ça, tu sens bien qu'il y a quelque chose, mais qu'eux-mêmes, ils le disent, toi, tu vois, que c'est pas que eux, qu'ils sont juste l'endroit d'un passage. Donc je dirais que moi, j'ai pu l'éprouver, mais quand même de manière assez fugace. Hein. Je pourrais pas... La fois où j'ai pu éprouver ce truc un peu de transe, c'était en Dervish-Tourneur pendant un workshop. Mais tu vois, j'ai pas eu de... Enfin, voilà, je pense qu'il y a des gens qui te parlent de vision, qui te parlent de véritable transcendance, qu'on sentit un truc sans parler. Voilà, moi, je peux pas... Ça serait mentir que de dire que j'ai eu l'impression que... Mais en tout cas, ceux à qui c'est arrivé, je les crois. Tu vois, je dis pas que c'est des charlatans, je dis pas que c'est des menteurs, je dis juste qu'on n'a sans doute pas tous accès aux mêmes choses, ou en tout cas traversé les mêmes choses. Est-ce que tu as des projets dont tu as envie de parler ? Des projets dont j'ai envie de parler... Ou un projet ? Un projet actuel ou genre de ma vie future de rêve ? Vas-y, de ta vie future de rêve. Ma vie future de rêve. Moi, j'ai trop envie d'avoir un lieu dans lequel j'accueille des super belles personnes. Tu vois, un lieu pour fédérer, je crois que c'est ce qui me rend super heureuse. Qui sera hyper bien scénographié. Ah, j'espère, avec des super beaux matériaux. Il n'y aura pas de chaises. Et bah si, il y aura peut-être des chaises, mais qui auront été construites genre à la main. Enfin, tu vois, un truc où chaque objet a un sens. Tu vois, j'ai trop envie aussi plus tard de pouvoir porter des vêtements où je sais comment ils ont été fabriqués et d'où ça vient. Et ouais, avoir un lieu qui mêle, je pense, travail de la terre, donc agriculture, un lieu d'accueil de création. Et puis qui peut aussi, au niveau du soin, tu vois, un truc qui mélange... Bon, c'est un truc qui se fait, hein. Je pense qu'il est peut-être aussi assez dans l'air du temps, mais un lieu où tu vois, t'as quelqu'un qui va pas bien, tu peux lui dire, t'as un pote qui va pas bien, tu peux lui dire, en fait, reste un mois. Tu vois, t'as quand même un grand lieu où, en fait, la personne, elle peut avoir une chambre et elle peut se ressourcer. Et un lieu où tu peux accueillir des gens pour créer et qu'il y ait des convergences, tu vois, entre un musicien, un vidéaste, chorégraphe. Et puis qu'à côté, t'as des gens qui font leur petit shiatsu, leur petit massage thaï. Et puis à côté, t'as un mec qui cultive et c'est trop bien. Et... En fait, c'est peut-être un peu des retraites. Mais ouais, mon projet de vie, ça serait un peu ça. Après, ça se trouve, ça sera pas du tout ça. Et c'est pas grave. T'as des projets, des fois, et ça bouge. Et c'est pas grave si ça bouge. T'as pas raté, quoi. C'est juste ça avait un sens à un moment et ça a bougé et c'est OK. Merci, Juliette. Merci, Arthur. Merci beaucoup. Bye bye.